Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'atelier auto-entrepreneur, les clés pour bien démarrer. Je me présente, Véronique Clément, chargée de partenariat. Je suis accompagnée de Fabrice Le Baillif, qui est un spécialiste de la dématérialisation, et nous sommes assistés par une experte au niveau du chat qui répondra à vos questions. Alors, les questions générales seront accessibles à tous. Quant aux questions plus personnelles, elles obtiendront une réponse en privé. Donc, nous sommes en distanciel et en réel. Donc, s'il y a quelques aléas, je vous prie d'avance d'être compréhensifs. Vous retrouverez le replay du webinaire ainsi que le support à partir du lien qui vous a été communiqué. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Donc, au niveau du sommaire, je vais vous parler des différents interlocuteurs, des principes, conditions de l'auto-entreprise, des cotisations sociales, de l'ACRE. Je vais aborder la protection sociale, l'offre de service mes premiers mois avec l'URSSAF, les formalités en cas de modification et en cas de sortie du dispositif de l'auto-entreprise. Et il y aura donc divers sujets, statut du conjoint, entraide familiale, etc. Donc, l'URSSAF et vos interlocuteurs. L'URSSAF, c'est l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. C'est pour ça qu'il y a 2 S au sigle URSSAF. La mission, on va dire principale, entre autres, c'est assurer le financement de la protection sociale au quotidien. Sans cotisation, eh bien, il n'y a pas de prestation. Donc, l'URSSAF encaisse à la fois des cotisations de sécurité sociale, mais aussi des contributions, des cotisations pour le compte de nos partenaires. Comme nous sommes plutôt bons en matière de recouvrement, ils nous ont chargés d'encaisser leurs cotisations. Autre mission de l'URSSAF, garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Ça se fait au travers du contrôle comptable d'assiette, mais aussi dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Ensuite, nous accompagnons les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous intervenons aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. L'URSSAF intervient auprès des chambres consulaires, CCI, CMA, auprès de l'ORIFPL, auprès de certaines écoles et dans les salons. Donc, nous essayons d'aller au plus près de nos cotisants pour les informer, pour les conseiller. L'URSSAF de Normandie, c'est presque 14 milliards d'euros encaissés, 560 collaborateurs qui sont répartis entre la Haute et la Basse Normandie et 309 000 comptes usagers. 64% d'indépendants, 30% d'employeurs, 5% de particuliers et 1% autres. Pardon. Sur ce schéma, vous voyez donc la répartition en moyenne pour 100 € encaissés. Vous aurez 38 € qui partiront à la maladie, 28 à la retraite, 9 à la famille. Ce sont ce qu'on appelle nos caisses prestataires. Et comme je vous le disais, nous recouvrons des cotisations pour nos partenaires, le chômage, l'autonomie, le transport, la formation professionnelle, etc. Au niveau de vos interlocuteurs, eh bien, vous aurez l'URSSAF, si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale non réglementée. Là, au niveau de la santé, rien ne change. Vous restez affilié à la caisse primaire par le biais d'Amédi.fr. Donc, votre carte vitale sera mise à jour. On verra un petit peu plus loin tout à l'heure. Et puis, pareil, au niveau de la retraite, vous êtes, dans le cas où
un artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée rattaché à la CARSAT, comme pour les salariés du régime général. Lorsque vous êtes professionnel libéral relevant de la CIPAV, les 2 premiers interlocuteurs sont les mêmes. Par contre, au niveau de la retraite, ça n'est plus la CARSAT, mais la CIPAV. Puisque, je vous le rappelle, pour adhérer au statut d'auto-entrepreneur, il faut soit dépendre de la CARSAT ou de la CIPAV. Maintenant, nous allons aborder les principes. Alors, vous êtes déjà tous inscrits en tant qu'auto-entrepreneur, puisque ce webinaire est là pour vous conseiller et vous donner quelques astuces. Donc, simplement pour information, certaines activités sont incompatibles avec le statut d'auto-entrepreneur, ainsi que certaines situations personnelles. Donc, je vais vous énumérer les situations incompatibles, c'est-à-dire que lorsque la caisse vieillesse est une autre caisse que la CARSAT ou la CIPAV, vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur. Seules la CARSAT et la CIPAV vous permettent d'adhérer au statut. Certes, les activités de dirigeants majoritaires ne peuvent pas être auto-entrepreneurs. Le cumul avec une activité de travailleur indépendant déjà inscrit vous exclut du statut d'auto-entrepreneur. Les activités relevant de la TVA immobilière, les artistes-auteurs, qui eux sont rattachés à la Sécu artiste-auteur, ne peuvent pas être auto-entrepreneurs, ainsi que les personnes rattachées à la MSA. Les principes de base de l'auto-entrepreneur. Vous connaissez tous les seuils par rapport à votre activité. Donc, tout ce qui est vente, c'est 188 700 pour une année civile, par exemple pour 2005, 1er janvier, 31 décembre 2025. Ce qui est prestation de service, c'est 77 700 pour une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre. Nous avons parfois des activités au niveau de la vente, avec une activité principale, je vais donner un exemple, vente de vêtements, et une activité secondaire qui sera toujours de la vente, mais dans un autre domaine, du style vente de produits diététiques. Même si ça vous paraît 2 domaines de vente différents, le montant maximum à ne pas dépasser pour une année complète sera toujours de 188 700, à la fois dans la vente de vêtements ou dans la vente de produits diététiques. Si vous relevez des prestations, vous pouvez très bien avoir aussi une activité mixte, c'est-à-dire, alors je vais donner un exemple, je suis coiffeuse à domicile, donc c'est de la prestation de service artisanale, et à côté, je vends des shampoings, des après-shampoings, enfin tout ce qui tourne autour de la coiffure. Pour mon activité prestation de service, le maximum sera de 77 700. Par contre, pour la vente, eh bien, ça sera la différence entre 188 700 et 77 700, c'est-à-dire 111 000. Ensuite, lorsque vous êtes profession libérale rattachée à la CIPAV, donc là, par contre, ça ne peut pas dépasser 77 700. Alors, je vous donne un exemple, une activité qui est rattachée à la CIPAV, diététicienne. Donc, une diététicienne ne devra pas dépasser 77 700, même si à côté, elle vend des produits diététiques. Le plafond à ne pas dépasser pour une année complète sera de 77 700 parce qu'elle est rattachée à la CIPAV en qualité de profession libérale réglementée. Lorsque vous démarrez votre activité en cours d'année, alors vous qui êtes déjà inscrits, la plupart, vous avez été inscrits en 2024, et donc le seuil, à moins que vous ayez commencé au 1er janvier 2024, sinon le seuil est un prorata de 188 700 € pour la vente ou de 77 700 € pour tout ce qui est prestations.
Donc, c'est proratisé au moment de l'inscription, mais sachez que c'est aussi proratisé au moment de la radiation, en fonction de la date où vous cessez votre activité. Certes, si vous la cessez, si vous avez commencé en 2024 et que vous cessez votre activité au 31 décembre 2025, bon, là, il n'y aura pas de proratisation. Mais imaginons que vous cessiez au cours de l'année 2025, on aurait une proratisation au moment de la cessation d'activité. Donc là, vous avez un exemple pour quelqu'un qui démarrerait le 1er mars 2025 sur de la prestation de service. Donc pour 365 jours, on a un montant maximum de 77 700, ce qui fait que pour 306 jours d'activité, le montant maximum est de 65 140. Autre principe du statut auto-entrepreneur. Alors, ce statut est ce qu'on appelle un statut simplifié. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté un régime microsocial. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un régime microsocial? C'est un package. Votre chiffre d'affaires, vos cotisations sont calculées à partir d'un taux global. On verra un peu plus loin ce que ce taux global comporte. Et donc, chiffre d'affaires multiplié par ce package donnera le montant des cotisations. Et puis à côté, il y a le régime micro-fiscal qui, lui, alors ce régime, si vous voulez, c'est au niveau donc fiscal et c'est une application au chiffre d'affaires pour le calcul de l'impôt d'abattement forfaitaire, 71% pour la vente, 50% pour la prestation, 34% pour les professions libérales réglementées. Mais là, au niveau du micro-fiscal, au niveau de l'abattement, c'est pour le calcul de l'impôt, en aucune façon pour le calcul des cotisations. En tant qu'entreprise individuelle, vous devez mentionner cette notion soit avant ou après votre nom, par exemple, Véronique Clément, entreprise individuelle, ou EI Clément Véronique, sur tous les documents liés à votre activité professionnelle, cette mention EI doit figurer. Facture, tarif, site internet, la notion d'EI doit apparaître. Une des limites du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'aucune déduction n'est possible sur le chiffre d'affaires. Vous encaissez 100 €, vous cotisez sur 100 €, même si à côté, il y a eu des frais liés à votre activité d'auto-entrepreneur. De même, un compte bancaire dédié, je dis bien dédié et non professionnel, doit être ouvert dès lors où votre activité génère plus de 10 000 € pendant 2 années consécutives. En sachant que je ne pourrais que vous conseiller d'ouvrir dès le départ de votre activité un compte bancaire dédié, simplement pour avoir une vision plus claire de votre situation et aussi en cas de contrôle, eh bien, le chiffre d'affaires encaissé sera plus facile à contrôler, que ce soit un contrôle fiscal ou URSSAF. Dans les obligations comptables, on a ce fameux livre de recettes qui doit être établi par date, chronologiquement donc, et la facturation lorsque vous intervenez auprès de professionnels. Donc 2 exemplaires, un conservé, un pour votre client professionnel. En ce qui concerne les clients particuliers, il y a une nécessité de rédiger une facture soit sur la demande du particulier ou au-delà de 25 €. Le dispositif de médiation, lorsque vous travaillez avec des particuliers, doit être mis en place. Alors vous avez le lien que vous voyez à l'écran. Lorsque vous allez sur ce lien, vous avez les conditions et vous pouvez choisir un médiateur. C'est une obligation, c'est gratuit pour votre client particulier. Par contre, c'est payant
pour vous au niveau de l'entreprise. Autre obligation, parfois, c'est en fonction des activités, l'assurance professionnelle. Tout comme pour exercer certaines activités, il faut avoir des diplômes, eh bien, pareil, pour exercer une activité dans certains secteurs, il faut souscrire à une assurance professionnelle. Alors, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de BPI-France, vous verrez par lettre alphabétique, vous avez plusieurs activités. Et en cliquant dessus, vous avez les diplômes obligatoires ainsi que le fait d'avoir ou non une assurance professionnelle. C'est pareil, je vous conseillerais pour certaines activités, même si ça n'est pas obligatoire, d'avoir recours à cette assurance. Là, nous allons aborder les frais déductibles, alors et non déductibles. Alors, je vais commencer par les non déductibles que l'on voit, c'est-à-dire pour les chauffeurs VTC, les livreurs qui passent par l'intermédiaire d'une plateforme donc qui leur prend au passage une commission. Comment dire? Il n'y a pas d'abattement par rapport à cette commission. Je m'explique. Si le chauffeur VTC ou le livreur encaisse, enfin, comment dire? Excusez-moi, la prestation est de 50 € et que le chauffeur encaisse 40 € parce qu'il y a 10 € de commission, il cotisera sur 50 €, même s'il n'a encaissé que 40 €. Voilà. De même, tout ce qui est financement participatif, les dons, les pourboires, sont à intégrer dans le chiffre d'affaires. Donc maintenant, je vais revenir avec la slide suivante sur le seul cas de frais déductibles, c'est-à-dire les frais de débours. Il y a une certaine procédure à respecter. Hein, vous la voyez qui s'affiche à l'écran. Il faut d'abord un accord écrit du client qui récapitule la demande. Ensuite, la facturation au nom du client pour que le remboursement puisse avoir lieu. Conserver la preuve d'achat à remettre à votre client. En conserver une en cas de contrôle pour justifier qu'il s'agit de frais de débours. Ensuite, séparer les frais de débours de la prestation lorsque vous ferez la facturation et le mentionner au niveau du livre comptable. Alors, c'est beaucoup mieux avec un exemple. Valentine est propriétaire d'une chambre d'hôte. Elle propose une prestation de traiteur. Le traiteur s'appelle Gourmet Presta. Clémence, la cliente, réserve une nuit avec la prestation repas pour 2 personnes. Donc, Valentine va commander 2 repas à Gourmet Presta. Valentine signe alors un accord écrit avec Clémence, indiquant la demande d'achat pour les 2 repas. Valentine commande les repas, paye les repas pour le compte de sa cliente Clémence. La facturation faite par Gourmet Presta est bien au nom de la cliente Clémence. Donc, Valentine paye les repas. Une fois le séjour effectué, Valentine va facturer, bien sûr, la prestation d'une nuitée au tarif de 200 €. D'accord? Et en dessous, elle aura distingué la prestation repas qui aura été fournie par Gourmet Presta. La cliente Clémence va payer les 300 €, c'est-à-dire 200 € à Valentine, la propriétaire de la chambre d'hôte, et 100 € en remboursement de la prestation repas. Et la propriétaire Valentine ne cotisera que sur 200 €. Mais vous le voyez bien, les frais de débours, c'est vraiment particulier. C'est le seul moment
où vous pouvez déduire de votre chiffre d'affaires, avec toute une procédure. Autre point de vigilance, l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt. Comme vous êtes tous inscrits, vous avez tous opté ou pas pour le prélèvement libératoire de l'impôt pour ce versement libératoire. C'est l'équivalent du PAS quand on est salarié, le prélèvement à la source. Alors, cette option, déjà, répond à une condition, c'est-à-dire avoir un revenu fiscal de référence n'excédant pas 28 797 € par part de quotient familial par rapport à l'année 2023. Bon, déjà, si vous ne répondez pas à cette condition, vous ne pourrez pas opter pour l'option pour le versement libératoire de l'impôt. Dans la mesure où vous répondez à la condition, et donc vous pouvez opter, il faut quand même bien faire attention et vous rapprocher éventuellement, soit aller sur le site impôts.gouv ou interroger le service des impôts pour savoir si ce choix a été judicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'option, quand vous choisissez l'option, vous ne serez pas susceptible d'un remboursement au niveau impôt. Donc, faites bien attention par rapport à ce choix. Ensuite, nous aborderons la cotisation foncière des entreprises. Alors, la cotisation foncière est exonérée sur l'année civile du début d'activité. Reprenons l'exemple de 2024. J'ai commencé au cours de l'année 2024, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Ma première année, la cotisation foncière des entreprises va être exonérée. Ça veut dire quoi? Si je commence en début d'année, quelque part, c'est mieux parce que je vais avoir plus de mois d'exonération que si je commence le 1er décembre 2024 pour finir mon année fiscale au 31/12/2024. Je n'aurai qu'un mois d'exonération. Voilà. Après, cette cotisation foncière des entreprises, si votre chiffre d'affaires est inférieur sur une année complète civile, par exemple 1er janvier 2025, 31 décembre 2025, est inférieur à 5 000 €, vous pouvez être exonéré de cette cotisation foncière des entreprises. Il y a d'autres exonérations, mais là, c'est à voir avec les impôts parce qu'elles sont en fonction de votre lieu d'activité. La TVA maintenant et le statut d'auto-entrepreneur. Alors là aussi, soyez vigilants pour ne pas dépasser les maximums de chiffre d'affaires pour ne pas vous voir appliquer la TVA. Donc, lorsque vous, pendant 2 années consécutives, lorsque votre chiffre d'affaires est compris entre 91 900 et 101 000 pour la vente, si pendant 2 années consécutives, vous avez dépassé ces montants-là, au 1er janvier donc de la 3e année, vous vous verrez appliquer de la TVA. Par contre, attention, si vous dépassez le chiffre d'affaires de 101 000 €, la TVA s'applique le 1er jour du mois. Voilà, très important. Là, il n'y a pas le report à l'année suivante. Alors, c'est le même principe pour la prestation de service. Donc, il n'y a pas de proratisation au niveau des montants maximums de TVA. Ce n'est pas comme avec les seuils sociaux. Là, il n'y a pas de proratisation. Sur les factures, vous mentionnerez, dans la mesure où vous n'appliquez pas de TVA, donc TVA non applicable, article 293B du CGI, ça doit être mentionné sur les factures, comme vous mentionnerez sur la facture, ce que l'on a vu précédemment, le médiateur ou l'assurance professionnelle. Maintenant, nous allons aborder les cotisations et l'ACRE. Donc, comme je vous le disais précédemment, le microsocial, ce package de cotisations, correspond
à l'assurance maladie, maternité, indemnité journalière, invalidité décès, allocation familiale, retraite, CSG, CRDS. Donc, sur une ligne, vous aurez un taux global qui va vous permettre d'avoir les prestations que je viens d'énoncer. Sur une autre ligne, vous aurez la contribution à la formation professionnelle. Le pourcentage dépend du secteur d'activité dont vous dépendez. Maintenant, vous voyez à l'écran les pourcentages avec l'ACRE, l'aide à la création reprise d'entreprise, le cas général, et à côté, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, vous connaissez les taux, je ne vais pas tous vous les énumérer. J'attire votre attention au niveau de l'ACRE, on voit que c'est entre 9 et 12 mois. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Donc là, à nouveau, une slide sur la contribution de formation professionnelle. Bon, il y a un rappel des taux. Alors, vous comprendrez bien que si, durant une année complète civile, 1er janvier, 31 décembre, vous avez déclaré un chiffre d'affaires à 0, vous ne pourrez pas bénéficier d'une prise en charge de dépenses de formation. Fabrice vous parlera tout à l'heure de l'attestation formation professionnelle, qui peut être édité, bien sûr, à partir du site auto-entrepreneur. Mais sinon, donc je me permets, j'insiste, pas de cotisation ou cotisation de chiffre d'affaires à 0, pas de droit d'ouvert. La deuxième année de votre activité en tant qu'auto-entrepreneur et pour les activités d'artisans et de commerçants, vous aurez une cotisation à payer auprès. Alors, cette cotisation, nous l'encaissons, mais nous la reversons aux chambres consulaires, CCI ou CMA. Donc, c'est pareil, hein, vous verrez en fonction de votre activité, prestation de service ou vente, CCI, CMA ou double immatriculation, le pourcentage qui vous sera appliqué à partir de la deuxième année d'activité. L'ACRE, donc, cette aide à la création, reprise d'entreprise, doit être demandée par l'auto-entrepreneur au moment de son inscription. Vous allez sur le site de l'auto-entrepreneur, vous verrez, il y a une fiche explicative. À partir de là, vous pourrez éditer la demande. Vous avez d'ailleurs une notice explicative qui vous indique les documents à nous fournir, puisque cette demande est à envoyer soit de façon dématérialisée ou par courrier à l'URSSAF avec les justificatifs. Voilà, par rapport à ce qui est au niveau de la demande ACRE. Vous ne pouvez pas demander l'ACRE en cas de changement d'adresse professionnelle. Dans le cas aussi des modifications d'exercice, c'est-à-dire que vous étiez travailleur indépendant qui cotisait sur un revenu, vous devenez auto-entrepreneur, mais précédemment vous en aviez bénéficié, ou vous cessez votre activité et vous reprenez la même activité, mais sans avoir une année civile complète d'inactivité. Alors, avec un exemple, c'est beaucoup plus clair. Vous avez créé une entreprise en janvier 2019. Vous avez bénéficié de l'ACRE. Vous cessez votre activité le 20 janvier 2023. Vous reprenez la même activité en septembre 2024. Vous voyez bien qu'entre le 20 janvier 2023 et le 21 septembre 2024, nous n'avons pas une année civile complète d'inactivité. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE. Il faudrait donc reprendre en 2025, si on reprend les dates que l'on a à l'écran. Alors maintenant, c'est un petit schéma pour que vous compreniez pourquoi ça peut être 9 mois, ça peut être 10 mois, ou ça peut être 12 mois d'exonération ACRE. Donc, il faut que vous partiez du principe que vous avez la date de votre début d'activité et que le premier trimestre d'exonération, je dis bien le premier trimestre d'exonération, se finit à la fin donc
si je prends le premier exemple, le 28 mars 2025, vous avez démarré votre activité. Le premier trimestre 2025 se termine le 31 mars 2025. Donc, votre premier trimestre d'exonération, eh bien, il va être réduit entre le 28 mars et le 31 mars. C'est là que vous aurez le droit à l'exonération sur ces 3 jours-là. Et puis, ensuite, bien, vous aurez l'exonération pour le deuxième trimestre d'activité, avril, mai, juin, le troisième trimestre, juillet, août, septembre, le quatrième, octobre, novembre, décembre. Voilà, ce qui fait que ça se terminera le 31 décembre 2025. Et là, vous n'avez pas 12 mois. Pour l'exemple 2, là, c'est une entreprise qui a démarré le 1er avril. Et là, on voit bien que lorsqu'on démarre le premier jour du premier mois du trimestre, eh bien là, on a 12 mois puisque l'exonération terminera le 31 mars 2026. Alors, pour déclarer le chiffre d'affaires, vous avez le choix au mois ou au trimestre, même si, quelque part, lorsque vous percevez des prestations des indemnités de France Travail, là, j'ai envie de dire, vous n'avez plus tellement le choix, c'est mensuel. Sinon, dans tous les cas, autre que bénéficiaire d'une indemnité France Travail, vous pouvez choisir trimestre ou le mois. La déclaration va se faire si c'est au niveau du trimestre, par exemple, le premier trimestre, janvier, février, mars, ça va s'établir le mois qui suit le trimestre. Donc, entre le 1er et le 30 avril, vous allez pouvoir faire votre déclaration de chiffre d'affaires et aussi vous paierez, puisque la date d'exigibilité sera le 30 avril, sauf si le 30 avril tombe un samedi, c'est reporté au lundi qui suit. Donc, c'est le même principe lorsque c'est au mois. Là, on va prendre le mois d'avril. Le mois d'avril se termine, enfin le mois de mars, pardon. Le mois de mars se termine et c'est sur le mois d'avril que vous pouvez déclarer et payer vos charges, vos cotisations, pardon, sur le chiffre d'affaires. Donc, après la déclaration, comment payer? Le télépaiement, la carte bancaire, le virement PIS. Fabrice, tu vas bien l'évoquer tout à l'heure, donc je vais passer assez rapidement. Et maintenant, je vais aborder la protection sociale de l'auto-entrepreneur. Donc, vous cotisez, mais vous vous ouvrez des droits à une couverture maladie, à des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. En fonction du chiffre d'affaires déclaré, vous validez des trimestres pour votre pension de retraite et vous ouvrez des droits sous condition au niveau de la caisse d'allocation familiale, ainsi qu'au niveau de la formation professionnelle. Donc, lorsque l'on est auto-entrepreneur, on a l'auto-entrepreneur, artisan, commerçant, profession libérale non réglementée. On a vu tout à l'heure que c'était géré par la caisse primaire, que l'on soit artisan, profession libérale non réglementée, ou, comme vous le voyez, profession libérale réglementée rattachée à la CIPAV. Pour la santé, c'est toujours la caisse primaire. Que l'on soit salarié, non salarié, retraité, étudiant, la maladie est gérée par la caisse primaire. Donc, les prestations maladie en nature, pour tout ce qui est médicaments, soins, hospitalisation, les prestations en espèces, indemnités journalières, et là aussi, c'est aussi sous condition de cotisation, d'accord? Je ne saurais que vous conseiller de vous mettre en relation avec la caisse primaire pour faire un point au niveau des indemnités journalières. Aujourd'hui, vous êtes en pleine santé, il n'y a pas de problème, mais par sécurité, c'est quand même intéressant de savoir si vous avez des droits ouverts au niveau
des indemnités journalières maladie. Au niveau de l'allocation de repos maternel, congé paternité, c'est pareil, ça répond à certaines conditions, notamment, entre autres, le chiffre d'affaires sur lequel vous aurez cotisé et l'invalidité décès. Donc on voit la santé, quelle que soit la caisse vieillesse, la santé, c'est toujours la caisse primaire. Par contre, au niveau de la retraite, en fonction de votre activité, si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale non réglementée, ça sera la CARSAT, comme pour les salariés du régime général, qui va gérer à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire. Et puis, par contre, au niveau de la retraite, lorsqu'on est profession libérale réglementée rattachée à la CIPAV, eh bien, l'organisme auquel il faudra s'adresser, c'est la CIPAV. Au niveau de la famille, eh bien, la famille, en fait, c'est, encore une fois, tout le monde a droit à des allocations familiales dès lors qu'il répond à certaines conditions. Un focus au niveau de l'assurance volontaire et du chômage. Lorsque vous êtes travailleur indépendant, entreprise individuelle, donc que ce soit auto-entrepreneur ou le travailleur indépendant d'ailleurs qui va cotiser sur un revenu et non pas sur un chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas assuré au niveau de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Alors bien sûr, en cas d'accident, il y aura une prise en charge, mais s'il y a des complications, il y aura des limites. Donc, sachez que pour ces 2 postes-là, accident du travail, maladie professionnelle, vous n'êtes pas couvert. Soit ce n'est pas une obligation, hein, donc vous pouvez très bien continuer à exercer sans avoir cette assurance. Sinon, vous pouvez la souscrire auprès de la caisse primaire et à l'URSSAF, vous aurez un 2e compte, assurance volontaire, pour lequel vous paierez une cotisation. Cette cotisation est calculée à partir du taux accident du travail qui lui-même est répertorié à partir de votre code activité principale économique. Il est certain qu'un chauffeur de taxi, par exemple, n'aura pas le même taux accident du travail que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Donc, soit au niveau de la caisse primaire, par le biais d'amélie.fr, soit auprès d'un organisme privé. Alors, si, là encore une fois, c'est une cotisation qui vient en plus, mais qui n'est pas obligatoire. Pareil, au niveau de l'assurance chômage, dès lors que l'on est auto-entrepreneur, travailleur indépendant qui cotise sur un revenu ou même dirigeant salarié de sa société, il n'y a pas de cotisation assurance chômage. Donc, comme il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de prestation. Donc, vous ne pourrez pas bénéficier de l'assurance chômage en cas de perte d'emploi. Alors, il existe toutefois la possibilité de bénéficier de l'allocation travailleur indépendant qui est versée par France Travail. C'est sous certaines conditions. Je vous invite à aller sur le site pour les consulter. Maintenant, l'URSSAF vous accompagne avec le service Mes premiers mois. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui va durer durant 9 mois à partir de la création de votre entreprise. Ce sont des newsletters, c'est des invitations à un webinaire comme aujourd'hui. C'est la possibilité de rencontrer physiquement, par visio, un conseiller spécialisé dans le suivi des créateurs d'entreprises, auto-entrepreneurs. Donc, c'est gratuit, autant en profiter. Alors, pour cela, eh bien, vous irez sur le site ursaf.fr et Mes premiers mois, si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, voici toutes les thématiques qui sont abordées, hein, donc je vais peut-être pas trop les lister parce que je voudrais pas trop empiéter sur ta partie. Donc, là encore, ça va être abordé par Fabrice tout à l'heure. À partir donc de votre compte, vous pouvez aussi, sur votre téléphone, mettre l'application
auto-entrepreneur, c'est les mêmes codes d'accès, mais ça va être évoqué tout à l'heure. Les formalités en cas de modification et la sortie du dispositif. Pour créer votre entreprise, vous êtes allé sur le site de l'INPI. Pour faire toute modification, c'est la même chose, c'est sur le site de l'INPI. Et bien sûr, pour la radiation, c'est sur le site de l'INPI. L'avantage, que ce soit modification ou radiation, c'est qu'avec une seule formalité, tous les organismes intéressés sont informés. L'URSSAF, les impôts, la CEPAM, la CARSAT, l'INSEE. La sortie du dispositif, donc, soit, alors, il y a la sortie du dispositif de façon volontaire, le changement de statut, vous abandonnez le statut de l'auto-entreprise au profit d'un autre, ou vous cessez tout simplement votre activité. Donc, voilà, vous allez sur le site pour faire la formalité de cessation d'activité. Soit c'est une sortie obligatoire, donc on a vu les seuils tout à l'heure à ne pas dépasser, parce que lorsque vous dépassez, je me répète, pendant 2 années consécutives, les seuils de 188 700 pour la vente ou 77 700 pour la prestation de service, automatiquement, la 3e année, vous basculez dans le régime de droit commun et vous n'êtes plus sous le régime du statut d'auto-entrepreneur. Vous êtes toujours une entreprise individuelle, mais qui cotise sur un revenu et non plus sur un chiffre d'affaires. Donc là, bon, ça se fait automatiquement. Par contre, une autre sortie obligatoire, l'URSSAF radie votre compte auto-entrepreneur si pendant 24 mois consécutifs ou 2 ans, vous avez effectué des déclarations de chiffre d'affaires à 0. Donc là, l'URSSAF vous envoie un courrier pour vous dire que nous allons radier votre compte et à la suite de ça, bien, on radie votre compte. Mais tous les autres organismes ne sont pas informés. Donc, si effectivement vous cessez votre activité, n'oubliez pas de faire la formalité au niveau de l'INPI pour que les impôts ne vous réclament pas la cotisation foncière des entreprises et pour que votre statut soit mis à jour au niveau de la caisse primaire ou des autres organismes. Au niveau de l'INSEE, ils sachent que vous n'exercez plus en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, le statut du conjoint, vous pouvez donc, lorsque votre conjoint participe régulièrement à l'activité de votre entreprise, en tant qu'auto-entrepreneur, donc vous aurez votre compte pour vos cotisations, mais votre conjoint pourra être soit sous le statut du conjoint collaborateur, en sachant que ce statut de conjoint collaborateur ne pourra pas excéder 5 ans sous ce statut. Sinon, ça bascule sous le statut de salarié. Et là, c'est un salarié comme un autre. Il faudra mettre en place une mutuelle. Donc, sur le site d'ailleurs de mon-du6entreprise.ursaf.fr, vous pourrez avoir de l'information au niveau du calcul des cotisations si vous employez du personnel. La notion d'entraide familiale. Alors, c'est une tolérance, comme son nom l'indique, familiale. Ça veut dire le conjoint, les descendants, les ascendants. Alors les descendants, bien sûr, s'ils ont l'âge requis pour exercer une activité, en sachant que pour certaines activités, la notion d'entraide familiale, ça ne sera pas vraiment possible. Il y a une tolérance, ça doit être exceptionnel et non prévisible. Je donne un exemple. Je suis fleuriste sur le marché. Ce matin, je me suis levée, je vais très mal. Donc, 2 solutions s'offrent à moi. Soit je ne vais pas faire le marché du jour,
d'accord? Soit, hop, j'ai la possibilité que mon conjoint, le temps que je vais aller chez le médecin et chez le pharmacien, eh bien, fasse le marché à ma place et après on avisera si j'ai un arrêt de travail avec versement d'indemnités journalières, le cas échéant, en fonction de ce que j'aurais cotisé, sur mon chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez qu'on est sur une notion exceptionnelle, c'était pas prévisible. Par contre, si j'ai un rendez-vous chez un spécialiste plusieurs mois à l'avance, là, on n'est plus du tout dans la même situation. C'est prévisible. Donc là, soit je ne ferai pas le fameux marché en question, hein, soit j'emploierai quelqu'un pour me remplacer durant l'horaire du marché. Autre point de vigilance lorsqu'on est auto-entrepreneur, alors ça s'adresse plus aux entreprises avec laquelle vous travaillerez, parce que votre, contrat qui à la base est un contrat de mission, pourrait très bien être requalifié en contrat de travail, c'est-à-dire salarié. Alors, on voit bien que le contrat de travail, c'est pour le salarié, il peut être en CDI, en CDD. Alors que pour l'auto-entrepreneur, c'est un contrat de mission, pas pareil, sur lequel il y aura certes une durée, hein, puisque en tant qu'auto-entrepreneur, vous devrez fournir la prestation à une certaine date qui sera déterminée par vous et votre client, qui ne sera pas forcément imposée puisque ça tiendra compte de votre agenda. Il n'y a pas de lien de subordination, c'est une prestation de service et les conditions d'exercice ne se font, enfin, il n'y a pas le lieu d'exercice de l'entreprise soumis à des horaires. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur qui exerce sa prestation, il va l'exercer en toute indépendance. S'il doit rendre un rapport à une certaine date, peu importe les horaires ou le lieu dans lequel il rédigera son rapport, le tout est que son client ait le rapport à la date dite, et c'est tout. Donc faites bien attention, il ne doit pas y avoir de dépendance économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir qu'un seul client, puisque là, on est vraiment dans le cadre d'une dépendance économique. Et puis, au niveau de la mise à disposition de locaux, voire de matériel, donc là aussi, faites bien attention que ces conditions, à toutes ces conditions. Parce qu'en cas de contrôle, l'inspecteur qui contrôlera l'entreprise peut requalifier, encore une fois, j'insiste, votre contrat en salariat. Les services en ligne, bon, bien écoutez, c'est pareil, ça sera vu avec Fabrice, mais enfin, vous allez aller sur le site C'est ma partie. et c'est ta partie. Et juste avant, on va poser, La question, si Erika, Bonjour Véronique, bonjour Fabrice. Effectivement, j'ai quelques petites questions à vous poser. On a énormément de questions sur le chat, hein. J'y réponds au fur et à mesure, bah rassurez-vous. oui, Je ne tu es vous toute oublie seule. pas. J'ai quelques questions à te poser, Véronique. Première question d'Héloïse. Est-il pertinent d'avoir un compte bancaire professionnel et non juste un compte bancaire dédié? Alors là, j'ai envie de dire, dès lors que vous avez un compte bancaire, enfin, l'obligation pour l'auto-entrepreneur, c'est d'avoir un compte bancaire dédié. Donc, comme je le disais, ça n'est pas obligatoire qu'il soit professionnel, j'insiste. Le tout, c'est d'avoir un compte bancaire sur lequel vont apparaître toutes les opérations liées à votre activité. Donc, à la question, si vous voulez, c'est pas une obligation d'avoir un compte bancaire professionnel, mais par contre, c'est quand même conseillé d'avoir un compte bancaire dédié, puisque ça, c'est une obligation dès lors que votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives, le compte bancaire dédié est obligatoire. Mais en aucun cas, hein, le compte professionnel
est obligatoire. Souvent, les banques veulent que vous preniez un compte professionnel. Ça n'est pas une obligation. Je n'ai plus en tête le texte de loi qui le dit, mais en auto-entrepreneur, un compte dédié suffit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc Héloïse, si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat par rapport à cette question, voilà, si la réponse vous convient, n'hésitez pas à nous mettre un petit message. Deuxième question, toujours pour toi Véronique. Alors, bonjour, pouvez-vous me confirmer qu'il faut déclarer le chiffre d'affaires encaissé dans le mois et non le chiffre d'affaires facturé? Tout à fait. Excusez-moi d'ailleurs, c'est un détail qui m'a échappé et merci de me l'avoir posé. Oui, seul le chiffre d'affaires encaissé, que ce soit dans le mois ou le trimestre, est soumis à cotisation. Un exemple, vous établissez une facture. Le client règle un certain montant, alors le 30 janvier, hein, donc admettons 50% le 30 janvier. Donc si vous êtes mensuel, eh bien en février, vous intégrerez ce versement à la déclaration pour cotiser dessus. Bon, si vous êtes trimestriel, eh bien vous attendrez donc janvier, février, mars, le mois d'avril pour intégrer ce versement. Et parallèlement, lorsque le deuxième versement arrivera, eh bien, c'est pareil, ce sont les sommes encaissées, je dis bien encaissées, qui sont soumises à cotisation. Tant que ce n'est pas encaissé, même si c'est facturé, ça ne doit pas être déclaré dans le chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas l'argent encore. Et si jamais, je l'espère pas pour vous, mais si jamais vous n'êtes pas payé, vous allez payer des cotisations sur une prestation que vous n'aurez pas été, qui aura été réalisée mais pas payée. Donc là, effectivement, il ne faut déclarer sur le site internet, dans le service en ligne, que les chiffres d'affaires encaissés. Une dernière question pour toi, Véronique. Comment ça se passe pour un congé maternité? Alors, comment ça se passe pour un congé maternité? Alors, je vais botter en touche, hein, parce que comme je vous le disais, j'aborde la protection. Hein, je travaille à l'URSSAF, je ne travaille pas à Amélie, enfin à la caisse primaire, ou au niveau de la caisse d'allocation familiale. Donc, dans ce cas présent, je suis désolée, mais sur le compte amélie.fr, d'ailleurs, vous avez de l'information sur le sujet, d'accord? Donc, c'est certain qu'il faudra avertir la caisse primaire. Il y a toute une procédure, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque, si vous voulez, c'est pas l'URSSAF, nous encaissons des cotisations, mais nous ne versons pas les prestations. Donc, bon, là, pour le coup, je suis désolée. Il y a un site où on peut voir tous les droits auxquels on a droit. Oui. C'est mes droits sociaux. Mes droits sociaux, oui, mais là, c'était la formalité. Ça permet justement de savoir quelle allocation je peux. Est-ce que je peux avoir la prime d'activité? Parce qu'il ne faut pas oublier que même si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez avoir la prime d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez après vous renseigner auprès de la CAF et suivant le montant que vous déclarez de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir ou pas la prime d'activité. Et ça, c'est vraiment le site Mes droits sociaux. Mais oui, c'est pas l'URSSAF. Non, mais voilà. Mais c'est intéressant de savoir qu'il existe. De même, une petite aparté, en ce moment, l'URSSAF mène une campagne sur à quoi servent vos cotisations. Donc, si vous tapez à quoi servent vos cotisations, vous aurez accès au fait de tout ce que les cotisations apportent, notamment au niveau du congé maternité. À quoi servent vos cotisations? Ça s'appelle Parlons Cash et c'est une campagne de communication qui est actuellement en cours. Voilà, bon, bah, écoute, c'est pareil, je ne sais pas si, je n'ai pas vraiment répondu à la question parce qu'en fait, c'est plus une question au niveau du domaine de la caisse primaire, Amélie. Mais franchement, elle a toutes les informations sur le site amélie.fr
qui est très bien fait. Il y a un côté salarié et un côté travailleur indépendant. Voilà. Comme pour les services fiscaux, qu'ils n'hésitent pas à les contacter, à leur poser des questions. Ils sont très, très réactifs. Tout à fait. Le service des impôts des entreprises. Et c'est pareil, hein, on a vu qu'il y avait un accompagnement au niveau des créateurs, au niveau URSSAF. Eh bien, le pendant existe au niveau fiscal. Sachez-le, donc n'hésitez surtout pas à contacter l'administration fiscale pour tout ce qui est impôts. Voilà. Donc, très bien, merci pour ces réponses, Véronique. On va laisser maintenant la parole à Fabrice. Oui. Je sais que j'ai déjà une question pour toi, Fabrice, en fin de séance. Donc, je te laisserai y répondre. Je pense que tu répondras malgré tout dans ta présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. J'y réponds, rassurez-vous. Je suis seule sur le chat, hein, mais je réponds à l'ensemble de vos questions. Merci à vous. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Bailly, je suis référent technique auprès de l'URSSAF et donc je vais vous parler des services en ligne. Alors, ça va être assez court parce que, bon, tout le monde, vous êtes tous connectés au moins sur le site de autoentrepreneur.ursaf.fr. Il faut savoir que la déclaration de chiffre d'affaires doit être réalisée obligatoirement par voie dématérialisée. Donc, si vous ne la faites pas par voie dématérialisée, vous êtes susceptible d'avoir des pénalités. Pour cela, évidemment, pour faire la déclaration de chiffre d'affaires, vous devez avoir créé votre compte. Donc, soit sur le site internet, donc www.autoentrepreneur.ursaf.fr, ou sur l'application mobile gratuite. Hein, donc, on précise bien qu'elle est gratuite. Alors que ce soit sur Apple avec l'Apple Store ou sur Android. C'est entièrement gratuit et c'est auto-entrepreneur URSSAF. Vous devez, comme l'a précisé Véronique, déclarer votre chiffre d'affaires brut, sans aucune déduction, durant le mois ou le trimestre concerné. Donc, vous pouvez, si vous êtes, pour votre première déclaration, si vous êtes trimestriel et vous souhaitez mensuel, vous pouvez demander à modifier votre échéance. Surtout pour ceux qui ont du Pôle emploi, donc qui doivent déclarer leur chiffre d'affaires au Pôle emploi pour toucher leur allocation. Il vaut mieux être mensuel que trimestriel. Ce qui est important aussi, c'est qu'on nous pose souvent la question, je n'ai pas eu d'activité ce mois-ci, est-ce que je dois faire une déclaration? Oui, puisqu'on verra, si vous ne faites pas les déclarations, donc à zéro, vous ne pourrez pas bénéficier d'attestation. Donc si vous demandez attestation, elle ne vous sera pas délivrée puisqu'il nous manquera des mois ou des trimestres. Donc la déclaration, même si vous n'avez pas commencez votre activité ou si vous n'avez pas eu d'activité pour la période concernée, vous devez déclarer à zéro sur le site internet. Et on vous précise effectivement, en absence de déclaration, l'attestation de vigilance et même d'autres attestations ne pourront pas vous être délivrées. Donc ça, c'est important. Le site internet, bon, vous devez tous le connaître. Vous cliquez sur se connecter et donc après, on vous demande votre numéro de sécurité sociale sans la clé ou votre adresse mail et le mot de passe que vous aurez généré. Vous arrivez sur un tableau de bord où vous avez votre fil d'activité. Donc, si vous avez un message, ça sera bien précisé que vous avez un message qui est arrivé. On vous met la date de la dernière connexion en haut à droite. Là, c'était le 26 juin 2023 à 9h37. Donc ça, c'est pour voir la dernière fois où vous êtes connecté. Et après, vous avez un tableau de bord avec différentes rubriques. Donc là, on va voir les rubriques déclarer payé, mes paiements, mon compte. Voilà, c'est toutes les rubriques qui vont vous être nécessaires, dont une qui est très importante, à mon sens, c'est ma messagerie. Puisque là, vous allez pouvoir vraiment échanger avec l'URSSAF si vous avez une question ou si vous voulez effectuer un changement. Pour effectuer votre déclaration, donc quand vous allez vous connecter, si vous êtes en début d'activité, vous pourrez avoir dans la rubrique mes échéances en cours, le petit rond rouge avec 1, 2, 3 ou 4 déclarations en cours. Sinon, c'est une.
puisque une fois que vous n'êtes plus en début d'activité, donc vous aurez toujours la déclaration qui sera en cours. Ce qui est important aussi, on a souvent cette question, c'est que la déclaration est disponible dès le premier jour qui suit la période de référence. C'est-à-dire que là, pour le mois de janvier, même si on est le 30 janvier, même demain, si on est 31 janvier, la déclaration du mois de janvier ne sera disponible qu'à compter du 1er février, toujours le premier jour qui suit la période de référence. Donc là, quand vous allez cliquer sur le mois, donc vous aurez accès à votre déclaration et vous pourrez saisir votre chiffre d'affaires et vous aurez le montant des cotisations. Là, donc, vous pouvez voir avec un test. Donc, vous cliquez sur mon échéance en cours, vous cliquez sur le mois. Après, vous faites suivant. On va vous donner le montant de des cotisations. Là où c'est important aussi, si vous avez demandé l'ACRE et que vous apercevez que le pourcentage est le pourcentage à taux plein, donc comme là, 21,20 ou 12,30 pour les ventes de marchandises, avant de valider votre déclaration, contactez-nous. On peut avoir du retard, ou vous avez pu demander l'ACRE en retard également. Si vous l'avez demandé, vous nous avez fourni les éléments, contactez-nous via la messagerie en nous précisant que vous avez voulu effectuer votre déclaration du mois de janvier ou du mois de décembre et le montant, donc il n'y a pas l'ACRE de calculer. Ne validez pas la déclaration, ça ne sert à rien, puisque nous, votre message va arriver au gestionnaire, le gestionnaire va prendre en compte votre demande, va regarder si effectivement on a bien votre demande d'ACRE chez nous. On va passer donc l'ACRE sur votre compte et on va mettre à jour la déclaration et après on vous contactera en disant vous pouvez saisir votre déclaration et là quand vous allez saisir votre déclaration, au lieu d'avoir 12,30, bah, vous aurez 6, 10 ou... Donc là c'est vraiment, si vous avez quelque chose où vous avez demandé l'impôt, le versement sur l'impôt, bah, si vous ne l'avez pas là sur votre montant des cotisations, contactez-nous également. Si vous êtes d'accord avec le pourcentage, donc si vous êtes d'accord, si tout est bon, bah, on va vous demander si vous êtes sûr de vouloir valider votre déclaration, vous faites oui, et là, on vous précise que votre déclaration a bien été enregistrée, vous pouvez télécharger le justificatif. Le justificatif, il est disponible dès que l'on valide la déclaration. Vous pouvez revenir ensuite sur la déclaration pour le télécharger. Ça, c'est important. Pour le paiement, donc, il est décorrélé de la déclaration. Donc, si vous ne validez pas le paiement, ben, vous ne payerez pas. Donc, vous faites votre déclaration, vous la validez, et ensuite, on va vous demander de payer. Donc, vous pouvez enregistrer votre compte bancaire avant d'effectuer la déclaration. On va vous demander donc de valider ce qu'on appelle un mandat CEPA. Donc, vous validez le mandat et ensuite, quand vous avez validé votre déclaration, on vous demande si vous voulez payer via ce mandat. Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur payer via ce mandat et ça va valider votre paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement et le télépaiement est modifiable jusqu'à l'échéance, jusqu'à la fin de l'échéance. Donc, si l'échéance allait au 31 mars ou au 31 janvier ou au 28 février, vous avez jusqu'au 28 février, 31 janvier ou 31 mars à 23h59 pour modifier ou même l'annuler si à un moment donné vous avez vraiment de gros problèmes de trésorerie que vous ne pouvez pas payer. Vous pouvez annuler votre télépaiement ou vous pouvez le modifier si vous avez un client, comme on a dit tout à l'heure, qui ne vous a pas payé et que vous comptiez sur cet argent pour payer les cotisations, bah, vous pouvez modifier votre paiement et après vous pourrez demander un délai. Vous pouvez voir que vous avez accès au téléchargement du justificatif, donc ça c'est important. Là on a parlé de paiement via un mandat CEPA, mais vous avez également la possibilité de payer par carte bancaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement par carte bancaire, il n'est
utilisable. Vous pouvez effectuer paiement par carte bancaire uniquement si aucun mandat n'a été enregistré. Donc, si vous avez enregistré un mandat pour effectuer ce qu'on appelle un télépaiement, vous pouvez voir le paiement par télépaiement, c'est pas. Si vous avez enregistré un mandat et que vous ne voulez plus, vous dites non, moi je veux arrêter le télépaiement puisque l'argent est extrait le dernier jour du mois. Moi, je veux que l'argent soit extrait au moment où je fais mon paiement. Comme ça, après, je suis tranquille, j'ai une meilleure visibilité sur mon compte bancaire. Bon, bah, vous révoquez le paiement, donc vous pouvez aller sur le mandat et le révoquer. Et ensuite, à J+1, vous pouvez effectuer le paiement par carte bancaire. Donc là, on vous donnera soit le paiement par carte bancaire et on va voir sur les diapos suivantes que vous pourrez effectuer aussi un paiement, ce qu'on appelle un virement en ligne. Donc là, c'est important. Et évidemment, la différence avec le télépaiement, c'est que là, le paiement par carte bancaire ou le virement, ils sont extraits, l'argent est extrait à J+1, J+2, tout dépend de votre banque. Là, c'est le paiement par virement. Alors évidemment, le paiement par virement, il faut que vous ayez un compte en ligne avec votre banque. Donc ça, c'est important. Mais on vous propose effectivement le paiement et quand vous cliquez sur payer, vous êtes redirigé vers votre banque et vous allez pouvoir effectuer un virement. Vous avez donc aussi une rubrique qui s'appelle « Mes échéances à régulariser ». Alors, il se peut qu'à un moment donné, sur une période où vous êtes parti en vacances, vous avez oublié de valider votre déclaration avant la déclaration de juin avant le 31 juillet. Vous revenez au mois d'août. La déclaration n'est plus en cours puisque le mois de juin était exigible jusqu'au 31 juillet. Donc, la déclaration, elle est basculée dans mes échéances à régulariser. Donc, vous allez pouvoir, si vous vous connectez, vous voyez qu'il y a un petit rond rouge avec un chiffre, ça veut dire que vous avez une déclaration qui est en retard. Donc, pour effectuer la déclaration, c'est comme pour mon échéance en cours. Vous cliquez sur mes échéances à régulariser, vous avez toutes vos échéances qui sont à régulariser, vous cliquez dessus. Si vous n'avez pas eu d'activité, vous l'avez dit à 0, sinon vous mettez le montant. Et après, vous validez. À la différence de l'échéance en cours, là, quand vous êtes mes échéances à régulariser, l'extraction de la déclaration et du paiement aura lieu au plus tard 24 à 48 heures après. Donc, si vous validez votre déclaration à 15h08 le 30 janvier, vous serez extrait le 31 janvier à midi. Mais bon, ça sera précisé sur votre certificat. Une rubrique qui est aussi importante, donc c'est l'historique de mes déclarations. Donc là, une fois que la déclaration est extraite et que le paiement également est extrait, vous pouvez retrouver vos déclarations dans l'historique de mes déclarations, donc par année. Et après, vous pouvez télécharger le justificatif. Attention, quand les périodes ne sont pas extraites, comme là actuellement, si vous êtes en début d'activité, vous avez commencé votre début d'activité au mois de décembre. Donc la déclaration de décembre, de janvier, de février est exigible à la date de la déclaration de mars, donc soit au 30 avril. Les déclarations donc de décembre, janvier, février, mars seront extraites au 30 avril, donc ils ne seront pas visibles dans l'historique de mes déclarations. Il y a certains auto-entrepreneurs qui nous disent je n'ai pas mes déclarations de décembre, je ne la vois pas et je ne peux pas télécharger mon justificatif. Et évidemment, ils vont dans l'historique de mes déclarations, mais tant que la déclaration et le paiement ne sont pas extraits, elles ne sont pas basculées dans l'historique. Dans l'historique, c'est vraiment toutes celles qui ne sont pas extraites. Si vous voulez un justificatif, bah, vous allez dans mes déclarations, mes échéances en cours, et là, vous aurez vos déclarations qui sont validées, et vous pourrez revenir dessus et télécharger le justificatif. Là, c'est très important. Une autre rubrique, c'est mes attestations.
Donc là, vous pouvez télécharger vos attestations, comme l'attestation de vigilance, l'attestation fiscale annuelle, comme là, donc pour l'année 2024, vous allez pouvoir la télécharger. L'attestation de chiffre d'affaires, donc de l'année en cours. Donc ça, c'est si on vous demande une attestation, la banque, un client vous demande une attestation, s'ils ont besoin de vous faire un crédit, vous avez besoin d'un crédit, on va vous demander une attestation de chiffre d'affaires en cours. Ça reprend tous les mois de l'année en cours. Et l'attestation de la contribution à la formation professionnelle. Donc ça, vous en aurez besoin si vous vous demandez une formation pour que le centre, la formation professionnelle, participe à cette formation, justement. Alors, attention, j'attire aussi là votre vigilance et c'est un point important. Actuellement, on a fini l'année 2024 et on a beaucoup de demandes d'auto-entrepreneurs qui nous précisent: «Mais je ne peux pas télécharger mon attestation fiscale». Il faut savoir que le mois de décembre ou du 4e trimestre étant exigible au 31 janvier et donc vous pouvez modifier votre déclaration jusqu'au 31 janvier, on ne peut pas vous délivrer une attestation fiscale 2024, ce qui est normal puisque la déclaration n'est pas encore extraite. Donc, à chaque fois, chaque année, les attestations fiscales de chiffre d'affaires ne sont disponibles que vers le 6 ou 7 février, une fois que toutes les déclarations sont extraites et sont injectées dans notre base de données. Puisque l'attestation, nous, on va aller chercher dans la base de données tous les chiffres, mais actuellement, celle du mois de décembre et du 4e trimestre, on ne les a pas, puisqu'ils sont encore en cours. Donc, l'échéance n'est pas terminée. Donc là, par exemple, souvent, les attestations, donc surtout fiscales et de chiffre d'affaires, il faut attendre 2, 3, 4 jours après l'échéance pour être sûr de pouvoir l'avoir. Une rubrique où je vous avais parlé au tout début et qui est vraiment importante, c'est ma messagerie. Donc la messagerie, vous pouvez nous envoyer un message, donc en tant que nouveau message. Vous pouvez aussi, quand l'URSSAF va vous répondre, vous allez pouvoir lire le message que vous avez envoyé l'URSSAF et vous allez pouvoir également voir les messages que vous avez envoyés. Donc vous avez 3 rubriques, dont une qui est nouveau message, où là vous allez pouvoir demander un remboursement, demander un délai de paiement, si vous avez eu des problèmes de trésorerie. Si vous avez payé en retard et que vous avez eu des majorations, vous allez pouvoir demander une remise des pénalités des majorations. Vous pouvez, si vous avez un problème technique, nous contacter via un problème technique sur les services en ligne. Et après, vous pouvez poser des questions sur les barèmes. Et vous avez aussi l'ACRE, le versement libératoire, ou si vous voulez modifier votre échéance. Donc là, effectivement, vous nous posez la question. Ça va arriver au gestionnaire. Alors, aux différents services. Donc, si c'est un problème technique, ça va arriver dans mon service et donc là, on va le prendre en compte. Sinon, ça va arriver à la filière des travailleurs indépendants qui va vous répondre. Et s'il y a une question sur l'ACRE, vous dites, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez demander l'ACRE, mais au moment où vous validez votre déclaration, le pourcentage, c'est le pourcentage taux plein. Donc, vous pouvez poser la question et là, on va vous répondre. Et là, vous aurez la réponse. Vous recevrez un message comme quoi l'URSSAF vous a répondu et là, vous allez pouvoir voir votre messagerie. Vous avez également des rubriques, une rubrique qui s'appelle Aller plus loin, où là, c'est surtout des liens vers les différents organismes que vous a présentés Véronique. Donc, vous avez donc tout ce qui est INPI, donc si vous voulez faire évoluer mon auto-entreprise, changer de statut, modifier l'activité. Mes aides et formations, vous aurez des liens vers les différents organismes de formation professionnelle, surtout dépendez, comme l'AGFIS. Et ma protection, vous allez avoir un lien sur Amélie, sur la CAF, sur la CARSAT. Et c'est mon activité. Là, on va vous rediriger vers l'INPI pour que vous fassiez votre cessation d'activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, je vais demander à
Eric s'il y a des questions. Alors Fabrice, 2 questions te concernant. Ouais. La première, hein, c'était une question sur les justificatifs à retrouver pour justifier auprès de Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment y accéder, s'il te plaît? Alors, si la déclaration est extraite, comme je disais, si la déclaration est extraite, les justificatifs sont disponibles dans la rubrique « Historique de mes déclarations ». Si la déclaration est en cours, que la personne a validé la déclaration, a oublié de télécharger son justificatif et que France Travail demande son justificatif, il va sur sa déclaration dans mes échéances en cours, il clique sur la période, on va dire là, décembre 2024, et il y aura un bouton qui s'appelle télécharger justificatif. Il clique dessus et là, il va avoir son justificatif. Très bien, merci pour ta réponse. Deuxième question, concernant une modification de RIB. Donc, le RIB a bien été enregistré, mais l'ancien RIB reste. Comment faire pour le supprimer? Alors, il faut le révoquer. Après, évidemment, quand on révoque le RIB, il y a toujours un délai d'1 à 2 journées pour que celui-ci disparaisse. Après, s'il y a eu un paiement, c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que s'il y a un paiement, là, pour la déclaration de décembre, on a fait un paiement le 26 janvier sur l'ancien RIB. On ajoute un nouveau RIB. On révoque l'ancien. Comme il y a un paiement qui a été effectué sur l'ancien RIB, le mandat va rester jusqu'au moment où le paiement sera extrait. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment annuler le télépaiement, puisque vous pouvez annuler un paiement en ligne. Vous allez sur la déclaration et à un moment, quand vous êtes sur paiement, vous avez annulé mon télépaiement. Vous cliquez sur annuler mon télépaiement. Ça va annuler le télépaiement. Vous révoquez le mandat. Vous ajoutez vos nouvelles coordonnées bancaires. Vous pouvez payer avec les nouvelles coordonnées bancaires et normalement, entre 48, on va dire 48 heures, le mandat va être supprimé. Merci Fabrice. J'aurais une dernière question pour Véronique, pour le coup. Oui. Ça concerne les remboursements des frais de mission. Comment doivent-ils être déclarés? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Les frais de mission? Oui, les remboursements des frais de mission. Est-ce que tu seras en mesure de répondre à cette question? Dans ce cas-là, en fait, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur va aller est missionné par son client, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Je pense que ça doit être certainement pour des frais de trajet ou de repas, certainement. Si la personne qui a posé la question peut nous en dire un petit peu plus rapidement sur le chat, je pourrais t'apporter un complément. Mais si c'est en lien avec ce que je viens d'évoquer, n'hésite pas à répondre dans l'attente et je récupère les éléments complémentaires. Merci. Donc, les frais de mission… Normalement, il faut qu'il y ait… dans l'absolu, il n'y a pas de… Les frais de mission doivent… Donc, je te confirme, Véronique, c'est bien ce que je viens de t'évoquer. C'est-à-dire qu'en fait, l'auto-entrepreneur, pour aller, va devoir prendre le train, c'est un exemple, aller au restaurant et va percevoir un remboursement de son client. En fait, comment doit-il les facturer en finalité? Est-ce qu'il les met sur la facture? Est-ce qu'il doit les déclarer sur sa déclaration de chiffre d'affaires? Moi, je suis tentée, là, moi, je vais être honnête, je suis tentée de dire que ça ne fait pas partie d'un débours, donc c'est des frais, et que les frais ne sont pas déductibles, d'accord? Donc, il se fait rembourser par son client d'un billet de train, d'un restaurant, d'une chambre d'hôtel, d'accord? Mais en fait, ce sont des frais et ce remboursement, il va aller dans le chiffre d'affaires pour cotiser. On n'est pas dans le cadre du débours qu'on voyait tout à l'heure, on est plus dans le cadre d'argent qui arrive sur le compte, certes en remboursement de frais. Alors dans ce cas-là, l'idéal serait que le client
achète directement le billet de train, réserve la chambre d'hôtel et la paye. Mais pour moi, d'accord, pour moi, ça n'est pas déductible, puisque aucun frais, et c'est là les limites de l'auto-entrepreneur, aucun frais n'est déductible. C'est comme quand l'auto-entrepreneur prend sa voiture pour faire des déplacements pour aller d'un client à l'autre, il n'a pas de frais de carburant ou de choses comme ça déductibles. Donc, je ne vois pas pourquoi on lui rembourserait, je sais pas moi, le billet de train, le billet d'avion, pour aller d'un endroit à un autre, une nuit sur place, le restaurant. Pour moi, il n'y a pas de frais déductibles. Ce serait intéressant si tu peux prendre les coordonnées de la personne, et puis, mais pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, puisque toi aussi, tu animes Alors, des... effectivement, ce serait intéressant et puis on pourrait soumettre la question directement à notre service inspecteur, hein, tout simplement, pour vous apporter une réponse un peu plus complète. Donc, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées à celui qui a posé la question directement dans le chat. Comme ça, je prends note de votre question et de l'ensemble. Oui, de bien préciser, hein. Mais moi, de ce que je comprends, c'est des charges et le remboursement. Les cotisations sont. Voilà, parce que oui, si ça. on accepte, alors après, hein, si on accepte enfin, comment dire, cette exception, façon de parler, je ne vois pas pourquoi, puisqu'on nous dit qu'aucune charge n'est déductible, d'accord? Donc là, si j'insiste, voilà. Après, faut voir, parce que comme aucune charge, par exemple, si on prend sa voiture, effectivement, l'essence, c'est pas déductible. L'assurance n'est pas déductible. Le téléphone, c'est pas déductible. Ben voilà. La voiture. Le loyer n'est pas déductible. Voilà. Là, après, faut voir, effectivement, poser la question même au juridique, parce que si l'employeur achète à son nom. Alors, si le client de l'auto-entrepreneur paye le billet d'avion, le billet de train, là, c'est différent. Il n'y a pas de sortie d'argent. C'est tout. Après, faire venir la question. Il faut poser la question, c'est si l'auto-entrepreneur fait la facture au nom du client. Moi, je pense qu'on va remonter, on va bien cadrer la question. D'accord, et puis on apportera une réponse. Alors, je ne sais pas malheureusement si la réponse pourra être apportée à tous les participants, mais je pense, hein, puisqu'on a les adresses mail, comme ça, chacun aura l'information. Hein. Pas seulement la personne qui a posé la question, mais à partir des adresses mail, je pense qu'on peut informer toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Enfin, j'ai effectivement les coordonnées de la personne concernée, donc effectivement, j'ai repris la question et l'ensemble des éléments. Donc, et puis, si tu peux avoir réponse, un numéro de téléphone aussi. C'est bon, rassure-toi. Non, mais c'est parce qu'il peut y avoir quelques précisions auxquelles on n'a pas pensé et qui pourraient changer la donne. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a la personne au téléphone pour échanger et donc apporter une réponse. Bon, dans tous les cas, sachez que nous répondrons à l'ensemble des questions qui sont posées. Hein. J'en ai encore un bon nombre dans la conversation, donc rassurez-vous, je vais prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous. Vous accéderez donc aux réponses directement. Concernant la question sur cette particularité, on vous apportera une réponse ultérieure, bien entendu. Donc, vous pouvez encore poser vos questions si besoin, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre, hein, rassurez-vous. Dans tous les cas, nous vous remercions à tous et à toutes de votre participation. Vous étiez nombreux sur ce webinaire, hein, 71 personnes connectées. Donc, oui, effectivement, oui. Plutôt vraiment une grande participation. Encore merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Et je réponds aux questions dans la demi-heure qui suit, hein, bien entendu. Merci à vous. Donc, le dernier point, nous contacter, les sites utiles. Hop, donc,
vous pouvez nous contacter en ligne, on l'a vu, à partir du site de l'auto-entrepreneur, puisque vous avez une messagerie, par téléphone, prendre un rendez-vous personnalisé pour répondre à une problématique, à une attente, et nous adresser des courriers par correspondance. Alors, bon, dans la mesure où vous pouvez échanger avec la messagerie, c'est quand même plus pratique, surtout que avec la messagerie, vous avez tout l'historique des échanges qui ont été faits. Alors, vous allez dire, on est à l'URSSAF de Normandie, pourquoi l'adresse de Dijon en adresse de correspondance? Bah, tout simplement parce qu'on fait des économies d'échelle, hein, donc on essaie par tous les moyens de rentabiliser, façon de parler, et donc c'est pour ça que tout est centralisé sur Dijon. Alors, bah, pour nous rencontrer, vous avez là, en annexe, les différents sites où c'est possible d'avoir un rendez-vous, d'accord? Donc, vous voyez, Rouen, la Manche, l'Eure. Ah, au niveau de la Seine-Maritime, on a Rouen uniquement. Ensuite, vous avez un petit flyer qui est pratique parce qu'en fait, vous pourrez avoir non seulement les numéros de téléphone, mais les sites internet des organismes concernés. C'est spécifique aux auto-entrepreneurs. Et là, donc toujours plus d'informations, à la fois sur le site de l'URSSAF, sur le site de l'auto-entrepreneur, notre chaîne YouTube que je vous invite à consulter, d'accord? À partir du site de l'URSSAF et non pas du site de l'auto-entrepreneur, parce qu'en fait, ça regroupe à la fois les webinaires qui ont eu lieu avant celui d'aujourd'hui et sur différents sujets. Donc, je vous invite, si vous avez 1 heure à perdre, d'aller donc sur le site URSSAF et à partir de là, vous pouvez accéder au YouTube, à la fois au YouTube normands et aussi nationaux. Et puis là, vous avez une liste d'organismes qui sont intéressants. Alors, on voit, bon, bien sûr, URSSAF, auto-entrepreneur, mais mon-entreprise.ursaf.fr est un site très intéressant parce qu'il y a des simulations. Si demain vous employez du personnel, eh bien, vous verrez le coût d'un salarié. Vous voulez changer de statut. Vous pourrez faire des simulations sur le site mon-entreprise.ursaf.fr. Voilà. BPI France aussi. Alors, pareil, abonnez-vous aux newsletters, que ce soit BPI France, service public. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous allez me dire, mais oui, mais je reçois beaucoup d'informations sur ma boîte mail. Après, il suffit que vous regardiez les grandes lignes. Ça vous intéresse? Oui, je consulte. Ça m'intéresse pas, je supprime. Mais au moins, BPI France, c'est une mine d'informations. Alors le site de l'INSEE aussi peut être intéressant lorsque l'on fait de la prospection pour voir, au niveau de l'activité s'il y a plusieurs personnes, l'INSEE pourra, donc éventuellement, il y a des tableaux, vous fournir des tableaux, toujours sur internet, hein, bien sûr. Impôts.gouv, bon bah là, tout comme sur le site de l'auto-entrepreneur, vous aurez ouvert un compte, et ben impôts.gouv, vous aviez déjà votre compte particulier, ben vous allez avoir un compte professionnel. Service public, là, c'est tout ce qui est législation, économie.gouv, etc. Donc Amélie, pour avoir des informations par rapport à différentes, au niveau des IJ, des indemnités donc journalières, au niveau de l'arrêt maternité, etc. L'assurance retraite, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est retraite, notamment avec la CARSAT. Et puis, vous voyez, OUPS ou mes droits sociaux, ce dont parlait Fabrice tout à l'heure. Et
Et nous arrivons à la fin du diaporama. Je ne sais pas s'il y aura quelques questions. On est à votre disposition pour répondre et soulager Erika de toutes les questions qu'elle peut avoir. Alors Véronique, nous avons encore des questions sur les débours. Si tu pourrais... Sur les débours, hein. Est-ce que tu peux y répondre, s'il te plaît? Eh ben, je vais retourner sur la slide débours. Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'un débours, tout simplement? Alors, le débours, je n'ai pas de dictionnaire à côté de moi, mais c'est débourser. Débourser de l'argent, d'accord, pour, donc, alors, ça va rebondir, enfin, je ne vais pas rebondir sur la question dont on n'a pas apporté de réponse dans l'immédiat, mais là, c'est lorsque l'auto-entrepreneur, je dis bien l'auto-entrepreneur, pas le client, débourse une somme d'argent pour son client pour apporter un complément à la prestation. Ça ne peut être que ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, on avait le cas de la chambre d'hôte, on est dans un débours. Si vous voulez, je ne vois pas d'autres situations de débours où l'auto-entrepreneur… Par exemple, si quelqu'un qui installe des chaudières, soit il fait de la vente de chaudières, donc il va acheter sa chaudière, alors je dis des chiffres au hasard, il va l'acheter 5 000, il la revend 7 000. Oui. Là, il ne pourra pas faire de débours. Mais après, si effectivement, et en plus, quand il va vendre, quand il va faire sa déclaration de chiffre d'affaires, il va payer des cotisations sur 7 000. 7 000 alors qu'il a payé, lui, 5 000 à son fournisseur. Au lieu, il va payer des cotisations sur 7 000. Donc, évidemment, c'est un peu haut. Ce qu'il peut faire, c'est demander au client, voilà, que le client lui dise, moi, je veux une chaudière de telle marque à tel prix. L'auto-entrepreneur, lui, va demander une facture au nom de la personne. Alors après, il faut que l'auto-entrepreneur soit sûr de la personne. Parce qu'il va avancer l'argent, mais s'il ne se fait pas rembourser, voilà, en fait, il ne paiera pas de cotisation. Il y a toute la procédure que l'on voit. Alors, c'est un peu lourd quand même comme procédure, on le voit bien. Oui, mais ça permet juste de payer, de déclarer la prestation. Le client peut aussi très bien directement acheter la chaudière. Il peut aussi, mais si le client n'y connaît rien, il peut être assisté par celui qui va poser la chaudière. Oui. On est d'accord. Donc, moi, j'ai envie de dire, là, la solution la plus simple, c'est qu'avec l'auto-entrepreneur qui installe la chaudière, il va dans un magasin qui vend, je ne vais pas donner de nom, qui vend donc des chaudières, hop, et la facture est directement à son nom. L'auto-entrepreneur installateur de chaudière récupère la chaudière et la monte là. Il n'y a pas de débours. Il n'y a pas de débours puisque ça sera payé directement. Il n'y a pas de débours. Oui, mais s'il y a un accord là, le client peut avoir confiance en l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, lui, peut acheter la chaudière, mettre la facture au nom du client et le client rembourser l'auto-entrepreneur. Parce que aller avec l'auto-entrepreneur pour un client acheter la chaudière, peut-être que voilà. Mais dans ce cas-là, il faudra vraiment… il faut que la facture soit au nom du client. Il faut que la procédure soit bien ficelée, comme elle est indiquée sur le support, là, sur la slide. C'est-à-dire qu'il faut l'accord écrit du client, d'accord, qui récapitule la demande d'achat, le budget alloué lors de l'achat. Voilà, les débours, c'est vraiment bien cadré, c'est une procédure. Et donc, on voit que, par exemple, bon, là, on a cet exemple avec la propriétaire d'une chambre d'hôte, et on voit déjà, lorsque ce que tu évoques,
bon, voilà, ça peut être fait différemment, hein, donc il y a pas s'il y a la notion de débours, il faudra suivre la procédure. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, soit c'est sur un achat de matériel, parce qu'effectivement, encore une fois, rien n'est déductible. L'auto-entrepreneur qui, dans l'exercice de son activité, doit acheter du matériel, bien sûr, il va le mettre sur la facture, ce qu'il aura acheté en matériel, mais comment dire, la facture totale, eh bien, c'est le chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire que s'il facture au total entre sa prestation et le matériel, j'ai envie de dire 1 000 €, eh bien, il cotisera sur 1 000 €. Il n'y aura pas de distinction entre la prestation et le matériel fourni pour faire la prestation. Donc là, on n'est pas du tout dans le cadre du débours. Le débours répond à des situations particulières et avec une procédure particulière. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en fait, on est dans la situation où l'auto-entrepreneur règle pour son client et se fait rembourser par son client ensuite, mais dans le cadre de la procédure que je viens d'énoncer. Et vraiment la suivre à la lettre. L'accord écrit du client, la facturation au nom du client, la preuve d'achat à remettre au client, c'est-à-dire la facture, etc. hein. Donc, et bien ne pas oublier de garder des traces en cas de contrôle fiscal ou social. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, concernant les autres questions, elles vont faire l'objet d'une réponse directe. Mmh. Merci à vous deux pour cette présentation. Je t'en prie. Mmh. Donc, nous en avons terminé avec ce webinaire, mais soyez rassurés, je réponds à l'ensemble des questions. Sachez également que le replay sera disponible à partir du lien que vous avez reçu l'invitation. Certains m'ont également demandé le support papier, donc oui, vous pouvez l'obtenir. J'ai récupéré quelques adresses mail pour l'envoi, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à indiquer vos coordonnées mail dans le chat pour que je puisse les noter et vous faire l'envoi de ce support de présentation. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire et je laisse le mot de la fin à Véronique et à Fabrice. Bien, pareil, merci d'être allé jusqu'à la fin du webinaire. Sachez que on répond à vos questions à tout moment. Hein. Là, bon, il y a certaines questions plus particulières où l'idée, c'est d'apporter la réponse la plus claire. Donc, ça va faire l'objet d'une réflexion avec les collègues. Mais en tout cas, merci et on est à vos côtés tout au long de la vie de votre entreprise pour vous aider, pour vous renseigner. Et n'hésitez pas à utiliser la messagerie pour nous contacter. Voilà. Donc, je vous souhaite la réussite dans votre projet.